Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Nouveau rendez-vous après la 12e semaine de compétition. On arrive presque aux 2 tiers de cette saison NFL. On est même aux 2 tiers de cette saison NFL. Le temps file à une vitesse, on dirait une pluie d'étoiles filantes sur notre pauvre saison. Bref, je suis d'âme poétique puisque mes Saints n'ont pas perdu étant donné qu'ils n'ont pas joué. C'est déjà une bonne information. D'autres équipes ont gagné, comme celle de mon Vince. Salut Vince, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, ben, ça a gagné un peu difficilement, plus difficilement que ce qu'on attendait. C'était les terribles Raiders en face. C'était les terribles Raiders à Las Vegas, la pluie d'étoiles filantes de Las Vegas, on a failli se la prendre en pleine face. J'en profite pour dire et pour rappeler que hier on était en live et encore une fois on s'est régalé pour la deuxième partie du Red Zone avec des beaux matchs. On a débriefé avec Jean la première partie et on a parlé de la deuxième partie. Donc rejoignez-nous nombreux le dimanche soir, on se régale. Voilà, dimanche soir, tous les dimanches soirs 22h, la deuxième partie du Red Zone, et je ferai peut-être une apparition pour la prochaine parce que les Saints se jouent à 22h contre les Rams. Donc ça sera l'occasion, je viendrai faire un petit coucou. D'autres équipes, comme d'habitude, ont perdu. Salut mon Yaya, comment ça va? Ah bah nous, nickel. Vous auriez pu perdre contre les Raiders pour faire une victoire de plus, pour qu'on ait un meilleur choix. Je crois qu'on sort les chenilles et le tank est en route. Et malheureusement, ce n'est pas un tank d'elle. Ouais. Et mon Seb. Salut Seb. Je sais même pas quoi dire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Bonsoir Flav, bonsoir Vince, bonsoir Yaya. Eh bien écoute, Flav, tu vois, je me rends compte de quelque chose que je savais. Quand tu vas te prendre une claque et que tu t'y attends, eh ben quand tu la prends, ça pique quand même. Voilà. Je croyais que ça faisait moins mal, mais non en fait. Et en regardant vers l'horizon bleuté de la Californie, que voyons-nous? Nous voyons le continent des playoffs qui s'éloigne petit à petit, lentement, vers un point vers lequel bientôt il aura disparu. Ce sera l'Atlantide. Et Seule consolation, tu risques d'avoir des joueurs au Pro Bowl, mon cher Seb. Oui, eh bien d'ailleurs, écoute, je te dirais que ça fait une belle jambe. Hein. Les votes pour le Pro Bowl ont ouvert d'ailleurs ce lundi. On a effectivement en plus un match, on en reparlera, mais qui s'annonce périlleux en week 13 pour les 49ers face aux Bills. Ce sera, je crois, à l'occasion du Sunday Night Football ou du Monday Night Football. Mais ce sera en prime time aux États-Unis. Ça, c'est certain. Alors, on commence par ceux qui sont en tête des deux conférences respectives. Et à tout seigneur, tout honneur, les favoris actuels pour remporter le Super Bowl à la fin de la saison, les Lions de Détroit, qui ont été chercher une victoire face aux Colts d'Indianapolis 24-6 au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis. Une victoire qui n'est pas dans le plus pur style, mon cher Seb, de ce que nous avaient offert les Lions jusque-là, à savoir que finalement, d'habitude, on a une explosion offensive, etc., etc. Là, Jared Goff termine avec 0 touchdown lancé. Mais c'est un succès qui semble quand même plutôt en maîtrise. Oui, puisque contre ce type d'adversaire qu'on va qualifier d'un calibre inférieur à ce que Détroit propose cette saison, les Lions, ils ont quand même l'habitude d'être impitoyables habituellement. Et là, on est sur une petite journée offensive pour Détroit, 390 total yards au total. Ils menaient 14-6 à la mi-temps, donc un match à 2 possessions, une possession même. Ils perdent la balle sur down en début de troisième quart, et c'est ce qui va donner un petit peu d'espoir aux Colts. Alors ils vont les stopper, Détroit va les stopper sur une bonne perf en red zone, et d'ailleurs au passage ça fait pour nos amis des Lions 10 cartons de suite sans encaisser de touchdown, et on ne souligne pas assez la bonne prestation de la défense des Lions, actuellement. En attaque, en revanche, au sol, tu soulignais l'absence de touchdown aérien, mais ça a cartonné. 2 touchdowns pour Gibbs, 1 pour Montgomery. C'est le 9e match de suite où le duo marque au moins un touchdown chacun. Et malgré tout, par les airs, il y a 7 receveurs différents qui ont touché au moins
un ballon. Et d'ailleurs, une belle performance de Tim Patrick qui s'est bien mis en avant avec 4 Et réceptions. c'était son Et anniversaire. 133 yards. Et c'était son. En plus, c'est magnifique. Ouais. Ça On lui- ça attendait lui son fait une touchdown parce que c'était son. Ou c'est aujourd'hui, mais enfin, c'était dans ce week-end en tout cas. Mais son non, anniversaire. malheureusement, il n'aura pas marqué. Alors, du côté de Détroit, en revanche, attention aux blessures qui commencent à s'accumuler. Hutchinson et Anzalone sont déjà out pour le reste de la saison. Ça s'est acquis depuis un certain temps. Montgomery est sorti sur une blessure à l'épaule. Calif Raymond est sorti pour une blessure au pied. Le cornerback Carlton Davis a un souci de genou. Le cornerback Terrion Arnold était out sur ce match. Il va falloir monitorer un petit peu comment tout cela évolue parce que Et- la liste commence à s'allonger. Et Brian Branch, il ferait bien d'arrêter les coups de casque aussi, à tort et à travers, parce que ça va finir par lui coûter cher, à mon avis, un de ces jours. Enfin bon, il s'est déjà fait éjecter contre les Packers. Hier, il était pas loin non plus d'une deuxième, quoi, c'est, à mon avis. Il va falloir quand même qu'il commence à se calmer, le petit jeune. Ça le branche. Oui, ça le branche, oui, ben, va falloir qu'il branche le cerveau. Ça serait une bonne chose. Oui, mon Seb, t'avais fini ou pas, ou tu n'avais pas fini? J'avais terminé pour le moment. Tu avais terminé pour le moment, c'est parfait. Vince, ces Lions de Détroit, j'ai l'impression qu'on le dit toutes les semaines, mais est-ce que c'est impressionnant? Non, là sur le match, ils n'ont pas été impressionnants, mais encore une fois, c'est le sentiment de maîtrise dégagé qui impressionne cette fois, avec, Seb l'a souligné, une défense qui commence mine de rien à pointer le bout de son nez et à être plus qu'intéressante. Effectivement, et puis plus que impressionnant, moi je dirais que c'est propre. Ils ont un football très propre. Ils savent ce qu'ils veulent faire et ils le font parfaitement. Encore une fois, hier, le match, de manière générale, est relativement propre. Il y a 0 fumble, 0 interception des deux côtés. Même si les Lions sont tout près de perdre le ballon à un moment donné, ils arrivent à le recouvrir. Il y a juste les sacs permis par Détroit, ils en subissent 3 dans le match, c'est un peu trop, surtout contre les Colts qui sont pas réputés pour avoir un pass rush très 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 dominant. Après, effectivement, Détroit est en maîtrise depuis quand même pas mal de temps maintenant au cours de cette saison. On les a vus vraiment dominer, comme l'a dit Sébastien, surtout sur des équipes un peu plus faibles que eux. Ils sont en maîtrise. On sent que ils savent ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent arriver à un moment donné, c'est-à-dire à ces playoffs en pleine forme. Et là-dessus, ils sont vraiment en train de gérer leur saison de la meilleure des manières. Moi, je vais juste noter une petite chose parce que, mine de rien, sur ce match, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que, au final, outre la performance du QB des Colts qui passe un peu au travers avec Richardson qui finit avec un vilain 11 sur 28, 172 yards, c'est pas exceptionnel. À part ça, moi, ce que j'ai noté, c'est que les Lions arrivent encore à dominer, encore à performer. Et il y a un joueur qui était la clé de voûte de cette équipe ces dernières saisons et qu'on voit moins cette saison. Je ne sais pas s'il va réussir à élever son niveau de jeu pour les playoffs. C'est Sam Laporta, le tie-end, qui est un petit peu moins dominant que les autres années. Alors ça s'explique, hein. On l'a dit, ils ont un corps de receveurs très fort, ils ont un duo de coureurs en la personne de Jahmyr Gibbs et David Montgomery qui sont aussi très dominants et qui arrivent à bien avancer. Donc ça s'explique. Et il revenait de blessure, ça me l'importe en plus. Et voilà, et Sam Laporta revient un peu de blessure. J'attends de voir l'évolution qu'il va avoir et l'impact qu'il peut avoir sur cette équipe. Je suis persuadé que ça va être un bonus supplémentaire. S'ils arrivent à retrouver leur connexion avec Jared Goff, ça peut aller très loin. On a un petit détail aussi qui peut sembler être un détail, mais qui en est pas un. Juste avant que je te donne la parole sur les Lions, mon Yaya, c'est un petit point sur Jake Bates, leur kicker, qui est toujours à 100% depuis le début de la saison. Et quand on voit les difficultés de beaucoup, alors on va en reparler tout à l'heure, hein, mais je pense à Kaimi Fairbairn notamment chez les Texans, qui a raté un field goal, pas tout fait parce que jamais
tout fait, mais qui en a raté un. Même Brandon Aubrey, qui était exceptionnel l'an dernier, qui a été en difficulté aussi hier. Dustin Hopkins la semaine dernière, ou Yongoku aussi. Bref, il y a eu beaucoup de kickers qui sont passés. Austin Seibert aussi, oui, pour Washington. Il y a beaucoup de kickers qui sont passés au travers, et Jake Bates réalise une saison, personne n'en parle, et il réalise une saison pour l'instant parfaite. Encore hier, 3 sur 3 pour les extra points et 1 sur 1 en field goal. Voilà, c'est du 100% de réussite, et il contribue lui aussi à la réussite des Lions depuis le début de saison. 56 yards en plus le field goal. Oui, en plus 56 yards. Oui, c'était pas un de 22 en plus de ça. 10e victoire donc pour les Lions dans ce début de saison 2024. C'est la première fois de l'histoire de la franchise que les Lions réussissent 2 fois 10 victoires dans 2 saisons consécutives. Jamais les Lions n'ont gagné plus de 12 matchs dans une saison régulière. Ma question, elle est très simple. Elle va être double. Est-ce que les Lions vont faire plus de 12 victoires cette saison? Et est-ce qu'on n'est pas là sur l'exemple même d'un processus de reconstruction réussi? Pour ta première question, oui. Ta deuxième question, oui également. Ils ont pris une décision qui paraissait complètement folle, et finalement, c'est une décision qui a été réussi, c'est-à-dire trader Matt Stafford, repartir à zéro et reconstruire avec Jared Goff et un nouveau coach. À partir de là, ils ont mis pièce par pièce. Ils avaient un bon joueur, TJ Hawkinson. Ils l'ont tradé, tout le monde a crié, mais c'est un scandale. Et résultat des courses, ils récupèrent l'année suivante Sam Laporta. C'est une équipe qui sait exactement, qui a une direction, qui a effectivement un coach. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Je ne suis pas le plus grand fan de Dan Campbell, mais je trouve que d'un coaching qui était vraiment meneur d'hommes, il donne de plus en plus d'importance à ces 2 coordinateurs offensifs et défensifs, et également d'équipe spéciale, parce que tu en as parlé. Mais je trouve que, notamment, Ben Johnson, le gourou de l'attaque, il lui donne les pleins pouvoirs, et lui, il s'occupe de gérer l'équipe. Et je trouve que c'est ça, la vraie réussite de Dan Campbell. Il a été au front. On se souvient que de sa conférence de presse où il était en pleurs parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Ils ont commencé à gagner après cette conférence de presse parce qu'il a montré à ses joueurs qu'il allait sauter sur les mines pour eux, et du coup il a embarqué toute cette équipe dessus. Et ben moi je trouve que même si je suis pas un believer, je trouve que c'est une construction réussie. Après, le Graal, le but ultime, c'est de gagner le Super Bowl. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais ils ont mis les atouts pour, et ils feraient bien de le gagner assez rapidement. Il y a un journaliste américain, je crois que c'était sur ESPN hier, qui disait qu'il pensait que les Lions ne perdraient plus un seul match de cette saison régulière parce qu'ils étaient tout simplement trop complets. Il y reste les Bears, les Packers, les Bills, les Bears, les Niners et les Vikings. Est-ce que vous rejoignez l'avis de ce journaliste? Est-ce que vous les voyez tomber encore au moins une fois? Oui, parce qu'ils peuvent très bien... L'enchaînement Packers-Bills en une semaine n'est pas évident. Ouais. Oui, ils peuvent très bien mettre, si tu veux... et aller jouer à Santa Clara non plus. C'est tellement compétitif la NFL que un match où tu sais, t'as des décisions défavorables, enfin, t'as des circonstances défavorables, elles font que tu gagnes pas le match pour une broutille. Et c'est ça qui est terrible pour les Lions, c'est que malgré cette saison pour l'instant très réussie, ils sont loin d'être à l'abri, ne serait-ce que déjà pour la division, puisque les Vikings sont à 1 victoire, les Packers à 2, donc c'est pas encore mathématiquement terminé. Et même pour le top seed en NFC, avec les Eagles, on en reparlera un peu plus tard, qui frappe également, qui frappe à la porte. Autre leader du côté de l'AFC cette fois, ce sont les Chiefs de Kansas City, qui étaient en déplacement du côté des Carolina Panthers. Alors, tout le monde se disait, bon, ça va être bien pour remettre la machine en marche, après la défaite de la semaine dernière des Chiefs. Et que voilà Tipa qui sont passés
Mon cher Yaya ou Vince, non Vince, allez Vince en premier. Mon cher Vince, ils sont passés au bord de la correctionnelle, au bord de la prolongation, les Chiefs. Ah, ils y sont passés pas loin. Ça, c'est évident. Cette première partie de Red Zone hier a été complètement folle. On a vu énormément de choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Des field goals loupés, contrés, bloqués, des punts. Enfin bon, pas mal de choses. Mais alors, ce match-là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'avait coché pour le regarder. Et quand on s'est retrouvé à 27 partout, alors qu'il restait quelques secondes à jouer, 1 on s'est minute dit, 15. ouf! Qu'est-ce qui se passe? Alors 1 minute 15, ça suffit à Mahomes forcément pour aller remonter et aller faire un drive de la victoire, comme à son habitude. Pour autant, ces Chiefs n'ont pas trop mal joué. Moi, ce que j'ai surtout noté, c'est que c'est les Panthers qui m'ont surpris. Alors oui, les Chiefs auraient dû se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Hein, ils sont à 20-9 à la mi-temps. Normalement, ils doivent plier ça dans le troisième sans problème. Et ils se retrouvent avec 7-7 dans le troisième quart-temps pour arriver avec un TD des Panthers qui arrive à égalité avec 1 minute 15 à jouer, comme tu l'as dit. Mais ces Panthers ont été hargneux, besogneux, ils n'ont rien lâché, ils ont toujours été présents, toujours à disputer des yards, à gratter ne serait-ce le moindre mètre sur le terrain, et c'est une équipe qui hier m'a fortement impressionné. Pour revenir sur les Kansas City Chiefs, parce que c'était le but de la question initiale, il n'empêche qu'ils ont quand même dominé en termes de yards, puisque la production offensive a été de 391 yards contre 334 pour les Panthers. Et là où il y a la grosse différence, c'est sur les yards au sol, avec 165 yards contre seulement 85 du côté de Carolina. On a vu une ligne offensive intraitable de la part des Kansas City Chiefs pour la course. Pour la protection à la passe, ça va être à revoir. C'est le cas depuis plusieurs semaines. Hein. 5 sacs encaissés par Patrick Mahomes. 5 sacs encaissés contre les Panthers par Patrick Mahomes. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire un peu tâche. Heureusement, il y a les troisièmes tentatives qui ont bien fonctionné avec 61% de complétion. Beaucoup de pénalités, 10-9, le match a été très haché. Mais effectivement, on va retenir un succès pour les Kansas City. Par contre, ce n'est pas un succès rassurant. C'est un succès qui est, on va dire, encore qui conforte dans la nécessité de mettre au point vraiment un jeu de ligne offensive dominant, parce que là, ça ne va plus. Et forcément, arriver en play-off, à un moment donné, ça risque de casser. Mon Yaya, Oui. on a beaucoup parlé de la défense des Chiefs en ce début de saison, en disant que c'était là-dessus qu'ils se reposaient pour pouvoir construire leur succès. Hier, ils concèdent 27 points et pourtant, ce ne sont que les Panthers en face. Certes, mais ils sont scoutés et encore une fois, je te redis... Il l'a recasé, hein, ce ne sont que les Panthers. Hein, et il n'a pas digéré de la week encore. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les Panthers, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Ils scoutent. Ils ont un management qui travaille, qui a analysé les points faibles. Et au bout d'un moment, ils travaillent, ils font en sorte. Et je reviens sur ce qu'a dit Vincent. Il y a beaucoup de choses sur la ligne offensive des Chiefs. Et heureusement qu'ils ont un génie avec Patrick Mahomes qui me donne l'impression, parce que j'ai pas regardé tous les matchs en entier, mais de tenir à lui tout seul sur ses frêles épaules l'équipe. Et c'est ça qui est un petit peu, comment dire, inquiétant. Après, pour revenir aux Panthers, ils ont fait leur partition. Maintenant, ils jouent avec ce qu'ils ont à faire. Ils ont avec un peu l'énergie du désespoir, j'ai envie de te dire, et ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. Ils savent qu'ils seront derniers de leur division, ils savent qu'ils sont au fond, mais ils donnent le fait d'avoir mis Bryce Young sur le banc et de dire, écoute, attends, on va se calmer, on va prendre un peu de temps, repose-toi, enlève la pression. Voilà. On voit des vrais progrès de Bryce Young. Ouais. Et je trouve que la décision, on avait dit la décision, où est-ce que c'est tout de suite? On avait dit non, c'est pour le protéger, et ils l'ont protégé, et dès ils l'ont refait travailler, ils lui ont remis la tête à l'endroit, et après, voilà, donc du coup, ça va beaucoup mieux.
Oui, ce qui est un peu drôle, c'est que Thielen est revenu. oui, c'est un coup du sort en fait qu'il a remis sur le terrain puisque c'est l'accident de voiture d'Andy Dalton où il s'est blessé au pouce qui a fait que Bryce Young est revenu. Si ça se trouve, ils auraient prévu de le faire revenir, je sais pas, dans 1 ou 2 semaines plus tard. Mais c'est marrant de se dire que par le coup du sort et le coup du destin. Mais en tout cas, Bryce Young, la décision de le bencher, de lui enlever un peu de pression a clairement fonctionné. Seb, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur un point soulevé par Yaya au sujet de Patrick Mahomes qui porterait Kansas City sur ses frêles épaules. Elles sont pas si frêles. Elles sont pas si frêles que ça, pour commencer. Ensuite, il faut constater quelque chose sur ce match. Il a distribué la balle à 9 receveurs différents, donc ça veut dire que les options de passe s'ouvrent pour Kansas City. Mais surtout, moi, ce que je trouve très impressionnant, et ça m'a fait vraiment le même effet en regardant le dénouement de ce match, c'est que, souvenez-vous, il y a quelqu'un dans cette équipe qui a dit la semaine dernière, quelqu'un de brillant, moi, il faut pas laisser une chance à Patrick Mahomes de revenir au score. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Un dernier drive, il revient au score, et ce qu'il y a d'encore plus frappant, c'est que il met en place le field goal à lui tout seul. C'est une C'est-à-dire course. qu'il n'a pas d'option, c'est une course, et il y va, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est moi le patron, c'est moi qui ai les plus grosses, je les mets sur la table, et je gagne Les le plus match. grosses épaules. Les plus Les grosses plus grosses épaules. épaules, évidemment. Et je gagne le match. Et moi, c'est on a beau le décrier en disant que cette saison, ses stats, elles sont pas terribles, etc. En termes de leadership, et quand il faut y aller, je suis désolé, mais c'est Il y va. c'est The Man, quoi. Il y va. Alors, je vais faire. C'est surtout que pour corroborer ce que dit Seb, c'est effectivement, ok, on peut voir ses stats, tout ça, mais regardez sa ligne, sa protection qu'il a. Cette année, elle est loin d'être parfaite et elle est loin d'être au niveau des années précédentes. Donc oui, effectivement, il est encore là et bien là. Et encore une fois, il ne faut pas lui laisser ne serait-ce que 1 minute 15 hier, mais même 30 secondes. Non. Je fais un autocorrectif puisque j'ai dit 1 minute 15. C'est moi qui ai donné ce timing qui est absolument mauvais puisque c'était 1 minute 46 qu'il avait exactement pour le dernier drive. Alors, ça change pas. tout. Ça change pas non plus. Alors, d'ailleurs, non mais blague mise à part, il y a une vraie discussion qui est née sur les médias américains sur est-ce que les Chiefs ont fait exprès de concéder le touchdown aussi rapidement pour laisser 1 minute 45 au truc. Parce que c'est vrai que quand tu vois le touchdown de Chuba Hubbard, bon, c'est pas la guerre des tranchées pour l'arrêter. Très clairement, on va pas dire qu'ils l'ont laissé passer. On lui a mis un petit coup d'épaule au passage, quoi. Mais c'était pour la forme. Est-ce que, à votre avis, il y a eu ce peut-être même carrément Spaniolo qui leur a dit laissez-les marquer et puis on va comme ça on a 1 minute 45 pour Patrick Mahomes parce que les Panthers s'ils avaient consommé une deuxième tentative, une troisième tentative, ça aurait peut-être resté que 20 ou 30 secondes, quoi. Alors, juste pour répondre très rapidement, ça m'étonnerait qu'un coordonnateur défensif dise à son défense laissez-le marquer, notre attaquant va nous faire gagner le match. J'y crois pas trop. Bah, surtout que le même cas s'était présenté. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, pour répondre, Spaniolo peut-être pas, Andy Reid je sais pas, mais Spaniolo certainement pas. Le même cas s'était un peu présenté contre les Broncos, où justement Spaniolo avait dit, il y avait une discussion entre les joueurs défensifs à se dire est-ce qu'il faut les laisser marquer rapidement pour avoir le temps de reprendre l'avantage, et Spaniolo avait dit hors de question que je laisse quiconque marquer facilement, de toute façon, à l'époque ils avaient bloqué field goal, etc. Mais ils n'étaient pas à 1 yard de la ligne, les Broncos. Ouais, tu vois, c'est un petit peu la différence qu'il y avait aussi avec hier, où bon, de toute façon, ils savaient que ça risquait de se terminer comme ça, même si effectivement, il y a des défenses qui peuvent toujours arrêter une attaque à 1 yard. On en a déjà vu plusieurs. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on est sur une... Oui, il y en a même qui perdent des ballons et tu te retrouves avec un touchdown de 100 yards de l'autre côté, mais bon, ne sont pas les Giants qui veulent. Hein. Ça, c'est évident. Voilà. Est-ce que c'est une victoire, j'ai envie de dire, so Chiefs, c'est-à-dire poussive, comme depuis le début de la saison, mais avec un Mahomes qui fait la différence quand il faut, un Mahomes clutch. En fait, une victoire des Chiefs, quoi. Sans doute, d'autant que, comme tu l'as précisé en guise d'introduction, Flav, c'est quand même pas un match qu'on considérait comme étant un match à suivre de la soirée. Carolina se serait fait décapsuler, ça n'aurait surpris personne. Néanmoins, la victoire est là.
on peut parler peut-être de performance en demi-teinte de la part de Kansas City, en particulier de leur défense, parce qu'ils ont quand même alloué 334 yards à une équipe qui en gagnait 280, je crois, jusqu'ici par match. Donc, ça fait quand même gros. Peut-être que dans le backfield, l'absence de Jalen Watson commence à se faire sentir. Il y a déjà eu une perf un petit peu en demi-teinte la semaine dernière. Néanmoins, en ce qui me concerne, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que quand on va arriver dans la dernière ligne droite des playoffs, ça va faire mal. C'est un club qui... Moi, je vois un club qui gère sa saison depuis la journée 1. Très bien, parfait. Eh ben, il n'y a rien à ajouter. Ils gèrent parfaitement leur saison et ils sont toujours leaders de cette AFC avec 10 victoires et une défaite pour les Chiefs. Alors, on a parlé des deux équipes qui ont réussi à gagner, des deux leaders qui ont réussi à gagner. On va parler de deux qui ont un petit peu déçu hier, à commencer par les Commanders face aux Cowboys. Là encore, on se disait bon. Commanders Cowboys, c'est pas forcément l'affiche la plus emballante. À la mi-temps, on se disait c'est vraiment pas emballant pour le coup. Hein, ça, c'était même un peu morne-pleine du côté de la capitale fédérale. Et alors là, le 4e quart-temps est parti complètement en saucisse. Hein, c'est parti, c'était la fête complète. Ça précise saucisse. 24-17, rien que sur le 4e quart-temps. On a eu 2 kick-offs qui ont été remontés pour touchdown, dont un très beau par Cavonte Turpin, dont on rappelle qu'il a joué en ELF chez les Panthers de Wrocław en 2021. Hein, ça, c'est pour la petite histoire, comme quoi le ELF peut amener à des très belles carrières NFL. Et à des très beaux moves NFL. Et on a eu aussi un très beau touchdown de Terry McLaurin, puis un extra point qui a été manqué. Bref, bon, Yaya, on a tout eu dans ce match-là finalement. So East. NFC Est. Ouais. FCS. Mais du grand n'importe quoi. Et puis les Commanders sont retombés dans leur travers habituel, c'est-à-dire que là, ils avaient une occasion de dire allez hop, on écarte complètement Dallas des playoffs, même si Dallas va être très très loin. Mais il y avait une occasion en or de montrer un peu, bomber le torse, montrer les muscles, et ils l'ont pas saisi. Et pendant tout le match, on s'est dit mais qu'est-ce qui leur arrive. Et puis résultat des courses, à pas mettre la main sur le match, mais qu'est-ce qui se passe? On se fait rattraper dans le 4e quart-temps, tu l'as dit, avec des coups du sort un peu de tous les côtés. Mais j'ai envie de dire, l'ampleur du score est anecdotique, puisque à partir du moment où le coup de pied de transformation, le P80 a été manqué, on savait qu'il n'y aurait plus rien derrière. Donc bon. Oui, tu as raison de le dire. En fait, il y avait 27-26, coup de pied transformation pour les Commanders qui est manqué. Ouais. Et ensuite, il y a une tentative d'onside kick qui est remontée directement pour touchdown et qui scelle le score à 34-26. Oui, tout à fait. Donc, l'écart est anecdotique. Ils n'étaient pas si loin, les Commanders, mais pas si près non plus. Si près, si loin. Après, Cooper Rush a été propre, 247 yards et 24 sur 32, 2 touchdowns lancés. Bon, écoute, pour ce remplaçant, parce qu'on sait que Dak Prescott est out pour la saison, le jeu au sol, 86 yards pour Dodell. C'est enfin un running back qui avance. Et puis après, du côté le fait du match aussi, du côté de Washington, c'est Brian Robinson Jr. qui sort sur blessure. Et c'est pas la première fois. Et quand tu sais l'importance des running backs face à Dallas, parce qu'ils sont vraiment à la pêche contre la course cette année. Exactement. Et que ton meilleur rusher, c'est ton quarterback qui court. Daniels, il va falloir que... En même temps, et Keller, il a pris un tampon aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc, bon, il va falloir du jeu au sol du côté des Commanders. À un moment ou un autre. C'était en fin de match, mais Keller, il a pris un sacré choc aussi. Il s'est retrouvé allongé sur la pelouse pendant quelques secondes, genre d'image. Ouais. Il a vu les éclairs. Ouais, il a vu des éclairs d'un peu trop proches. On
on a eu un match complètement fou, on le disait, Seb, et surtout ces 2 dernières minutes avec ce touchdown de Terry McLaurin qu'on n'attendait pas forcément et qui montre une nouvelle fois quand même que la défense de Dallas, c'est plus ce que c'était, quoi. La défense de Dallas, c'est plus que c'était, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque avant ce match, ils étaient classés 29e en scoring et 23e en termes de yards encaissés, donc autant appeler ça une passoire. Et malgré tout, la défense de Washington, elle a quand même relativement calé. 104, pardon, je vous dis une bêtise, 412 yards au total, donc je crois quasiment la moitié, 198 gagnés dans les 5 dernières minutes du match. Et c'est pas la première fois, là, depuis quelques matchs, que l'attaque de Washington, alors que c'était vraiment le moteur de l'équipe lors de leur départ en fanfare, cette victoire de défaite, ça fait 2 matchs sur lesquels l'attaque est responsable de la défaite. Et du côté de Jaden Daniels, eh ben, la journée a été compliquée, hein. 3,9 yards de moyenne par tentative, malgré le très beau touchdown de Terry McLaurin. Daniels, qui était considéré pour le titre d'Offensive Rookie of the Year, voire même de MVP, son étoile est un petit peu en train de se ternir. La deuxième partie de saison est un petit peu compliquée. Bonix revient dans la course. Bonix revient en force, mais attends, on va du calme. Je sens qu'on va y venir un peu plus tard dans ce podcast. Et comme Yaya l'a souligné, la sortie en cours de match de Brian Robinson Jr., ben, elle a fait très très mal au jeu au sol et surtout à la variété du jeu offensif. Et justement, cette défense de Dallas, ben, elle a retrouvé quelques couleurs quand même dans ce match. Micah Parsons, 2 sacks et 3 hits. Retour de Daron Bland qui... Alors, avant le big play final, a quand même tenu McLaurin à 16 yards sur gagné sur le reste du match. Et c'est d'ailleurs ce point qui a posé beaucoup de difficultés à Jaden Daniels, qui s'est retrouvé privé de sa cible numéro 1. Le cornerback Judge Butler a été énormément visé, mais il a défendu 3 passes. Il a ajouté 12 plaquages et un sac, et je crois que c'est le premier de sa carrière. La morale de cette histoire, c'est quand même que pour Dallas, c'est les special teams qui ont permis de tenir bon, notamment sur ce retour de kick-off de Cavante Turpin, qui leur avait permis de prendre 10 points d'avance au début de cette séquence complètement folle de fin de match. Tout à fait. On a, mon cher Vince, une équipe des Commanders qui était à 7 victoires de défaite, Seb l'a rappelé tout à l'heure, qui est maintenant à 7-5, qui a une suite de calendrier avec notamment les Eagles, les Falcons à jouer. Est-ce que on n'a pas vu finalement Washington trop beau? Je sais pas, est-ce que eux se sont pas vus trop beaux tout de suite, et c'est surtout ça la question, parce que du talent ils en ont, du talent je sais pas Les trop. talons aussi, mais... Des talents ils en ont au moins 2 par joueur, mais effectivement ils ont du talent. Ça reste encore à modeler, ça reste à développer. Et effectivement, ils étaient peut-être pas prêts pour cette saison. Un peu comme les Texans, ont fait beaucoup le parallèle et la comparaison avec les Texans, c'est un peu comme les Texans l'année dernière, même si on va en parler aussi, mais les Texans ont déçu ce week-end. Ce qui fait peur, effectivement, c'est la progression, la progression offensive de cette équipe. On a l'impression qu'ils sont heurtés à un mur et qu'ils n'arrivent pas à développer un petit peu plus. Alors, il y a aussi autre chose. Ça commence, comme tu l'as dit, on est aux 2 tiers de la saison. Les équipes commencent à connaître les gens, comment ils jouent. Ils sont scoutés, ils sont regardés. Au début, Jaden Daniels, on ne savait pas trop comment il allait jouer en fonction de tout ça. Maintenant, on commence à comprendre comment ça joue, on commence à trouver les solutions pour le contrer. Et ça fait tout ça. Alors, il n'empêche que le match d'hier, on en a parlé, c'était feu dans tous les sens en quatrième quart. Mais alors, je vais quand même lister les possessions de la première mi-temps, parce que c'est quand même quelque chose de beau à noter, hein, il faut le savoir, juste pour vous expliquer à quel point ce match était parti vraiment dans des c'était un peu les bas-fonds du football hier qu'on a vu clairement.
Blocked field goal par les Dallas, donc les Washington qui bloquent un field goal. Field goal des Commanders. Mi-set field goal des Dallas. Mi-set field goal des Commanders. Fumble de Dallas. Punt. Interception. Punt. Field goal. Voilà. La première mi-temps. Ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que, ok, je veux bien entendre, mais le dernier quart était complètement fou, mais les 2 premiers quarts, attention, il faut être un peu sérieux là. Je trouve que il y avait quand même. C'était pas un match très sérieux. J'ai pas l'impression. C'est une rivalité, pourtant c'est un duel de division, et j'ai pas senti ça sur le terrain. J'ai vraiment pas senti une grosse implication de la part offensive des 2 équipes. Alors en défense, c'était peut-être un petit peu mieux. Si on exclut le dernier quart des 2 côtés, en défense, c'était pas si mal que ça. Mais bon, ça manquait de mordant un peu, quoi. Et tu t'as parlé des Houston Texans, on va en parler tout de suite parce que eux aussi ont déçu dans cette semaine, dans cette 12e semaine. Un petit peu, il y a des similarités entre les Commanders et les Texans de cette 12e semaine, notamment le fait qu'on était sur un duel de division qu'on attendait prenable, pour pas dire facile, parce qu'il n'y a jamais de duel de division facile en NFL. Ils jouaient contre les Titans à domicile, les Texans. On a toute raison de croire que ça allait plutôt bien se dérouler. Et voilà Tipa que patatras, notre ami Fairbairn rate un field goal. Yaya, tu vas arrêter de souffler dans ce micro. C'est insupportable. Là. Bon. Non mais parce que je lui dis gentiment, et il continue. Oui, mais ça m'a fait souffler. Oui, arrête de souffler et parle si tu veux dire quelque chose. Sinon, je te remute. Voilà, non, mais ça rigole plus hein, dans Tailgate. Moi, je vous le dis, les amis, ça ne rigole plus. Les Texans donc qui ont raté un field goal dans les toutes dernières secondes, qui auraient pu permettre de faire revenir les 2 équipes à 30 partout. Quelques jeux plus tard, il y aura un safety concédé par CJ Stroud, qui surprendra personne étant donné qu'il est saqué 52 fois par match depuis le début de la saison. Et là, ben voilà, c'est une défaite des Texans, alors qu'il va pas tout remettre à plat. Mais Seb, est-ce qu'on n'est pas quand même sur une défaite un peu inquiétante? Alors là, c'est Seb qui s'est automuté. Seb, on ne l'entend plus. Voilà. Je ne vous entends plus, Simone. Je crois qu'on va casser mes lunettes. Autant pour moi. Moi, je me demande. C'est pas moi qui l'ai muté. Je me demande par quel miracle sur ce match, Will Levis s'est soudainement transformé en All-Pro parce que 18 sur 24, 278 yards, 2 touchdowns, bon, une interception quand même pour la forme. Le garçon, Will Levis. C'est la mayonnaise. Le garçon nous a quand même pas habitués à ce type de performance. Et je pense qu'il en a été le premier surpris lui-même. Et je pense que l'explication est assez simple, c'est que Houston avait décidé de faire portes ouvertes en défense ce jour-là, parce que 369 yards gagnés au total par Tennessee. Et quelque chose de quand même pas très encourageant pour une défense qui a, là, dans les semaines à venir, Miami, Kansas City et Baltimore au calendrier, des clubs qui n'ont pas l'habitude de marquer que 3 ou 6 points par match. En fait, ce match, il a été à l'image de la saison de Houston. C'est une équipe qui est brillante par moment, mais qui cale très souvent, peut-être même trop souvent. Ils ont commencé le match par un long kick return, ils ont marqué très vite et facilement. D'ailleurs, le début de cette soirée de Red Zone, ça a été l'orgie de touchdown. Dès les 3 premières minutes, ça marquait partout, quasiment dès le kick-off. Donc, ils marquent vite et très facilement, mais ensuite, ils vont punter lors de leurs 2 possessions suivantes et puis ils vont encaisser 3 touchdowns de suite avant de répondre par un touchdown et un field goal, de se faire intercepter et d'encaisser un field goal avant la mi-temps. Stroud lance 2 interceptions, il encaisse un safety qui cloue le cercueil littéralement sur le match. Il a été mis sous pression lors de 40% de ses tentatives de passe. On a toujours des difficultés à le protéger cette saison. Effectivement,
ça remet pas vraiment en cause leur place de leader dans la FC Sud, mais qu'est-ce que ça va être quand Heureusement que les Colts sont perdus quand même. mais Parce que... heureusement que les Colts ont perdu, ça les maintient à 2 défaites. Heureusement que Tennessee, de toute façon, reste loin. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de poursuivant réellement dangereux pour le moment, parce qu'Indianapolis, en termes de constance, c'est quand même un petit peu compliqué, vous me le concéderez. Ces performances en dents de scie, en plus en dents de scie, au sein d'un même match, c'est quand même inquiétant pour l'échéance des playoffs qui s'annonce. Mais moi, là-dessus, sur Houston, je suis pas si étonné que ça. C'est quand même une équipe qui n'a que 2 ans de vécu collectif. C'est un work in progress, oui, bien sûr. Tout à fait. Et alors, pour mettre un bémol par rapport à ce que tu as dit sur la défense, ils mettent quand même sur le match 8 sacs et 3 tackles for loss. Donc, du coup, tu vois, ils font des jeux, mais ils prennent ils ont des moments où le cerveau n'est pas irrigué, quoi. Donc, c'est ça le souci. Ils encaissent 22 points par match, 22,3. Ouais, parce que Tennessee... honteux, mais... Tennessee a joué sur sa force aussi. Hein. Il concède 260 yards dans le match. C'est quand même, faut pas l'oublier, une top défense en nombre de yards concédés. Les Titans, depuis le début de la saison, ils ont peut-être que ça, mais n'empêche qu'ils concèdent très peu de yards. Et là encore, si on prend les yards à la course, Joe Mixon, je crois, c'est 22, quelque chose comme ça. Ah ben ça c'est moins de 25 yards. Il n'y a pas un seul first down au sol pour les Texans dans toute la partie. Et c'est un vrai problème pour Houston. On en parle depuis des années. Leur jeu au sol, et puis c'est opération porte ouverte. La ligne, ça fait passer les joueurs, donc les rushers adverses. Joe Mixon, effectivement, 22 yards, mais le problème, c'est que c'est en plus de ça en 14 portées, quoi. Donc, il a une moyenne de 1,57 yards par portée. Alors qu'il avait cartonné la semaine dernière contre Dallas, quoi. Et surtout, il n'y a pas un autre coureur qui a eu un portée de balle, à part CJ Stroud. Donc, ça fait... Là, effectivement, c'est peut-être on parlait de talon tout à l'heure, le gros talon d'Achille de Houston cette année. Après, attention, personne ne voyait Houston à 14 victoires cette année. Non. Voilà. Donc, ils vont forcément, des matchs comme ça, ils vont en lâcher. On vient de le dire, c'est une équipe jeune. Seb l'a dit, c'est un work in progress. C'est dans des matchs comme ça qu'ils vont apprendre, et c'est la manière dont ils vont rebondir qui vont nous dire qui ils sont. Je suis assez d'accord, Yaya. Après, perdre à ce moment-là de la saison, alors qu'ils essayent de se mettre en route pour être dans une dynamique positive pour les playoffs, à domicile contre une rivale division qui est en 2-7 avant d'arriver. 2-8, pardon, ça fait un peu, tâche quand même. Oui, mais quand tu es une jeune équipe, des fois tu prends le match un peu par-dessus la jambe. Mais justement, c'est la différence entre un Kansas City qui va viser le Super Bowl, ou même Détroit qui va viser le Super Bowl, et une équipe qui joue pour aller en playoff pour juste gagner sa division. C'est ça, en fait. C'est ça la différence pour moi. Vous les voyez au moins à 10 victoires cette année ? Il reste Jaguars, Dolphins, Chiefs, Ravens et Titans. Oui. Donc, Jaguars, Dolphins, Chiefs, Ravens et Titans. S'ils veulent aller à 10 victoires, il faut qu'ils en gagnent 3. Il faut qu'ils aillent gagner les Tennessee Titans là-bas. Et les Jaguars, et qu'ils en prennent une sur la triplette Dolphins, Chiefs, Ravens. Ça me surprendrait pas qu'ils gagnent les Dolphins. Hein. Oui, les Dolphins, ça me surprendrait pas, mais... Alors pour info, c'est à Kansas City, mais c'est à domicile contre les Dolphins et les Ravens. Oui, mais en fait, si tu veux, dans un bon jour, ils sont capables de tenir tête à tout le monde. Le truc, mais dans un mauvais jour, ils sont capables de perdre à Jacksonville aussi. Voilà, mais c'est ça. En fait, c'est l'inconvénient de la jeunesse, c'est une pièce qui est jetée en l'air, quoi. Mais ça retombe rarement sur la tranche. Effectivement, il devrait finir soit à 17, soit à 9-8. Je pense que ce sera un des deux. Et bon.
On va voir comment ils vont se présenter sur tous les playoffs, quoi. Mais bon. Ils seront probablement champions de Encore. division parce que, comme l'a dit Seb, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de concurrence derrière. Donc, Après, encore une fois, comme l'ont dit Seb et Yaya, c'est un work in progress, c'est à travailler encore, c'est de l'expérience accumulée pour les futures années. Donc, c'est pas cette année qu'ils espéraient gagner le Super Bowl. Ils ont une fenêtre qui s'est ouverte, il va falloir la saisir, mais ne soyons pas trop impatients pour autant. Laissons le temps au temps et construisons une bonne équipe comme il faut la construire. Et n'oublions pas que Stefan Diggs, out pour la saison, n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas. Après, faut voir. Je pense que c'est une question de priorité également pour eux. On parlait de leur défense tout à l'heure. La saison dernière, la défense de Houston, elle était 23e contre la passe, 6e contre la course. Et alors, cette saison, ils sont passés quand même à la 5e place contre la passe. Ils sont un petit peu régressés contre la course. Ils sont 11e, mais ils restent aux portes du top 10. Donc, il y a eu certes l'arrivée de Stephen Diggs, mais il y a aussi eu pas mal de renforts en défense. Le jeu au sol, c'était déjà problématique la saison dernière. Peut-être que ce sera la prochaine étape de reconstruction pour ce club et qu'on essaie d'amener les choses une par une et brique par brique. Mais effectivement, pour répondre à tout ça, la free agency de Houston va être très intéressante à suivre et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la ligne offensive, mais aussi un running back qui soit bien visé. Et peut-être des joueurs de ligne aussi, non ? C'est ce que je te disais, ligne offensive et running back. Voilà. Ouais, bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le cap space et tu peux pas tout. Je sais pas où ils en sont dans le cap space. Alors, je sais pas. Et surtout, c'est que la fenêtre de tir, c'est jusqu'au contrat de CJ Stroud. Si tu veux renforcer tout ça, c'est jusqu'au contrat, quoi. Parce que lui, il va se faire payer et il va se faire payer très cher. Très bien. Sauf s'il nous fait bien sûr quelques quarterbacks de renom, notamment ceux qui sont passés par Houston, qui après allaient voir des masseuses. On passe à une autre équipe qui a bien réussi dans cette semaine. Ce sont les Eagles de Philadelphie. Une victoire 37-20 sur le terrain des Rams. C'était pendant le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi. Avec un Saquon Barkley qui a marché sur l'eau, marché sur Los Angeles, couru dessus, fait tout ce que vous voulez. 302 yards depuis la ligne de scrimmage, 255 yards à la course, 47 en réception, 2 touchdowns de plus de 70 yards. Comme dirait mon Seb, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Bah ouais, mais... Quand on a vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Enfin, le plus tard possible de préférence. Et donc, avec cette victoire, la voie vers le titre de division s'éclaire, se dégage de plus en plus pour les Eagles qui se sont fait discrets, mais comme on le disait tout de même autour de ce micro depuis plusieurs semaines, tracer quand même leur bonhomme de chemin, malgré Washington qui semblait leur disputer la suprématie de la NFCS cette saison. Donc, bien sûr, la performance de Saquon Barkley. Dans les airs, AJ Brown qui domine avec 6 réceptions en 7 targets, 109 yards sur les 179 gagnés par la passe par Philadelphie ce jour-là. Il marque également un touchdown et il n'a pas souffert de l'absence de Devonta Smith. Il a pris toute la place à lui tout seul. La défense de Philadelphie a concédé 117 yards sur les 2 premiers drives des Rams avant de se resserrer considérablement et de les limiter à moins 6 yards pour la première mi-temps. Ils ont réalisé 5 sacs et 11 hits, et puis c'est leur 7e victoire d'affilée. Ça n'est pas rien. Il y a un gros test la semaine prochaine contre Baltimore qui s'annonce, et ça, c'est un match qu'on va tous cocher sur notre agenda. Moi, je trouve que cette équipe de Philadelphie a retenu les leçons de l'an passé. L'an passé, ils étaient partis tambour battant, et là, ils font exactement l'inverse. Ils sont partis en mode diesel, mais à partir du moment où ils ont récupéré AJ Brown et Devonta Smith était absent hier,
mais ils avaient AJ Brown et du coup, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Et puis, ils n'ont même pas besoin de faire lancer Sirianni, le coach n'a même pas besoin de faire lancer trop Jalen Hurts, surtout comme tu l'as dit, avec un Saquon Barkley qui marche sur l'eau. C'est fou, hein, mais un running back, quand il a une ligne efficace, il marche sur tout et tout le monde. Il peut même voler au-dessus des joueurs. Il vit sa meilleure vie, sa best life, comme disent les jeunes. Il y a rien à dire, quoi. Philadelphie se positionne là maintenant comme le principal opposant à Détroit, et on sait très bien que ça va être la finale de la conférence. En tout cas, effectivement, tout porte à croire que c'est vers une finale de conférence Bills-Eagles qu'on tend. Je l'ai annoncé la semaine dernière que pour moi, je voyais les Eagles au Super Bowl, et ce match le tend à le confirmer. Je vais juste faire un petit point particulier sur un joueur que je suis sûr que personne ne va parler forcément, parce que tout le monde va parler de Saquon Barkley, et évidemment, il fait un match énorme. Mais j'avais parlé de Dickerson, le O-line, le garde gauche de cette ligne offensive des Eagles, qui nous fait un match génial et qui surtout sur les moves, sur les drives et les percées de Saquon Barkley est toujours bien placé. J'ai noté 3 jeux très forts de la part de Dickerson. Le premier qui est sur le premier TD de Saquon Barkley, il me semble, avec un bloc sur le nose tackle à gauche, bloc sur le nose tackle à droite, et il descend dans le deuxième rideau, faire un bloc derrière. Sur le deuxième jeu qu'il fait, il vient faire un bloc sur une course de Saquon Barkley, il descend à plus de 30 yards après la ligne de scrimmage. Pour un O-line, c'est exceptionnel. Et enfin, sur une screen pass, il arrive à faire un bloc encore une fois au-delà des 15-20 yards. C'est simplement génial, magnifique. Je trouve qu'il a été de partout, dans tous les bons coups. Il a su protéger son QB, il a su courir, ouvrir des blocs, et voilà, pour moi, il a été formidable. Ça a été un super joueur et un artisan prédominant de la performance de Saquon Barkley. Je vais pouvoir rendre la parole à mes chers compères qui sont morts de rire devant les blagues de Yaya dans le chat, apparemment. Donc, je vais leur laisser expliquer. J'ai pas regardé. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que Flav nous engueule toutes les semaines et c'est lui qui en met. Donc, il faut arrêter un petit peu. Donc, tu balances. Ok. Mais alors, je suis désolé, Yaya. J'avais pas lu parce que je voulais pas rigoler pendant que. Alors, juste une chose, je tiens à vous dire, les amis, quand vous allez nous regarder en live, vous allez voir Flav avec sa tête de premier de la classe. C'est le pire d'entre tous. Ouais, voilà. C'est vrai. Et pendant que tu parles des lives, il y en a donc 2 cette semaine. Le premier, ce sera jeudi à 22h30 pour le match entre les Cowboys et les Giants de New York. Et le second, ce sera à 21h vendredi pour le Black Friday Games entre les Chiefs et les Raiders de Las Vegas. Et tout ça, c'est à suivre bien sûr sur la chaîne Twitch. On a une question. Et YouTube. On a une question, alors je vais la poser. Saquon MVP? Offensive Player of the Year, peut-être. À la place de Derrick Henry, du coup. Ça veut dire que soit Derrick, soit Saquon n'ont pas de trophée, quoi. Oui, parce que si c'est Lamar le MVP, peut-être qu'ils ne le donneront pas à Derrick Henry, qui donnera le Offensive Player à Saquon. Pour pas donner 2 aux Ravens. Ce serait quand même triste pour Derrick Henry. Bon, de toute façon, ce sera triste pour l'un des deux. Soyons d'accord. Oui, mais... ça se peut aussi qu'il n'y en ait aucun des deux qui ait le trophée. Hein. Ça se peut. Le MVP, plutôt un joueur des Chiefs ou des Lions. Ça peut être. Il faut voir si les Lions reperdent un match ou pas. Ouais. S'ils n'en perdent pas, il y aura peut-être un joueur des Lions qui sera mis en avant. Mais les Chiefs vont perdre encore un autre match, donc il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Ils jouent contre les Broncos encore, c'est pour ça. Les Broncos. Non, il y a rebondis pas. Je propose qu'on laisse 15 secondes. On laisse 15 secondes de blanc pour que les gens puissent s'arrêter tranquillement au bord de la route et n'ait pas un accident après cette ânerie que vient de raconter notre ami Vince. Et tu sais pas, si ça arrive,
T'imagines même pas le podcast le lundi après. Hein. Ah, ça va être un enfer. C'est la dernière semaine c'est la dernière semaine. Ah, mince. le Broncos qui reçoit les Ah, Chiefs. on parlera des playoffs. C'est pour ça que je dis qu'il y a une chance. Et en plus de ça, alors là, ça voudrait dire qualifier aux playoffs. Alors non, mais alors, vous m'arrêterez plus. Hein. Oui, tu seras tout nu en plus, en train de faire le tour du périph'. En parlant de qualifier en playoff, les Seahawks de Seattle ont peut-être fait un petit pas vers les playoffs ce dimanche. Une victoire assez étriquée contre les Cardinals de l'Arizona, 19-6, mais les Seahawks ont été les seuls de la division NFC West à gagner ce dimanche, puisque les Rams, on en a parlé, les Rams de Puka Nacua, qui ne savaient pas qu'ils jouaient en NFC West d'ailleurs au passage. Enfin bon, ça c'est, je sais pas si vous avez vu cette info-là. Oui, non, il faisait une blague, il a dit. Bref. Qu'est-ce que t'en as à faire? Tu t'en fous contre qui tu joues, tu gagnes. Si tu gagnes tous les matchs, tu t'en fous dans la division. Oui, mais sauf qu'ils gagnent pas tous les matchs, c'est ça le problème. Et les 49ers qui ont également été battus par les Packers dans les grandes largeurs. On pourrait revenir, on en parlera dans le survol des autres résultats à la fin, mais sur la myriade de blessures qu'il y a eu du côté de San Francisco. En tout cas, les Seahawks, ils se sont remis en selle. Ils ont pris provisoirement la tête de la division NFC West. Est-ce que ils ont fait un grand pas vers le titre enfin un grand pas. Est-ce qu'ils ont fait un pas vers le titre de division? Absolument pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette division, ils sont tous très proches les uns des autres et pour moi, la fumée blanche ne sortira que à la dernière journée. Et on pensait que Arizona était dans le coup. Ils marquent un coup d'arrêt, ils perdent du côté de Seattle, mais d'un autre côté, c'était à Seattle. Ils perdent de 10 points, ils n'arrivent pas à marquer un seul touchdown. Moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout un joueur dont on parle pas assez, je pense. C'est Jackson Smith Njigba, qui prend beaucoup d'épaisseur dans le jeu des Seahawks. Et puis après, c'était un match de division âpre. C'était salé et donc un peu rien à dire sur ce match parce que c'est pas un match que j'ai regardé, je le confesse. Comment ça, tu nous as pas regardé le commenter hier soir, Yaya? Non. J'allais dire, Vince, il l'a regardé lui au moins. Ah bah oui. Il va pouvoir nous en parler. Mais là, du coup, non. Moi, en fait, c'est deux équipes qui j'aime pas du tout. Donc voilà. Aïe, la haute tech. Non, effectivement, après le match était très serré, très haché. On a vu beaucoup de choses assez bizarres dans ce match-là, des défenses qui ont vraiment pris le dessus, et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que on s'attendait quand même à un Kyler Murray qui montre un peu des choses, et on l'a trouvé très timide en début de match. Après, ça c'est un peu plus ouvert. Il finit quand même à 24 sur 37 à 285 yards chez les Seahawks. Je pense que c'est le genre de match que tu inverses à l'équipe qui reçoit, le score peut être complètement différent. En préambule, on l'avait dit hier avec Jean, c'est un match qui aurait pu être complètement fou. On a dit ça peut soit être complètement fou, soit être complètement fermé. Parce que ce sont des équipes dans une division qui ont toutes besoin de gagner. Tous les matchs sont très importants pour la suite de la saison et pour la fin de la saison. Donc, hier, ils ont préféré ne pas perdre plutôt que de tout faire pour gagner. Ça s'est retourné contre les Cardinals. Les Seahawks en ont profité. Et je trouve que cette équipe, là encore, se construit vraiment pas mal après le départ de Wilson. Et en plus de ça, donc le changement de coach qui était depuis très longtemps là-bas. C'est une année, somme toute, très honorable pour une première année. Donc, ça c'est plutôt positif. Moi, je pense qu'ils ont marqué un grand coup quand même sur la tête des Cardinals. La division n'est pas gagnée, clairement pas, puisqu'il y a 2 équipes à 6-5, 2 équipes à 5-6. Bon, la fin de saison risque d'être très âpre dans cette division. Un avis, mon cher Seb, sur ta division? Je vais rejoindre ce que disent mes collègues. Alors, il y a un point intéressant. Seattle, en effet,
prend la tête de la division sur ce match, et pourtant, ESPN ne leur donne que 24% de chance d'atteindre les playoffs. Et ça s'explique par Le calendrier. deux points. C'est leur calendrier, et puis effectivement, c'est cette division qui est particulièrement serrée. Néanmoins, sur ce match, il faut mettre en avant la performance de la défense de Seattle, qui contraindra Arizona à punter 5 fois et qui la limitera à un field goal sur leurs 6 premiers drives. Et c'est d'ailleurs un pick six de Kobe Bryant, non pas celui-là, l'autre, en troisième quart-temps, qui leur permettra de prendre la tête du match. Côté offensif, Geno Smith finit à 22 sur 31, 254 yards, un touchdown, une interception dans l'embut. C'est une petite tradition, c'est sa 3e interception dans la red zone cette saison. Jackson Smith-Njigba, avec 6 réceptions, 77 yards et un touchdown, continue de s'épanouir dans ce club. Il en est déjà à 366 yards et 3 touchdowns sur les 3 derniers matchs. C'est le joueur le plus productif de leur attaque. À Arizona, le gros souci, ça a été le jeu au sol inexistant. Alors, il était franchement pas terrible du côté de Seattle non plus, mais le souci, c'est que Arizona, c'est ce jeu au sol qui leur permet habituellement de mettre en place leur jeu de passe. Et là, ça n'a pas été le cas. Bilan, Kyler Murray saqué 5 fois, il a été mis sous pression 16 fois, et c'est son plus grand nombre de sacs encaissés pour lui depuis la week 9 de 2022, et surtout pas de touchdown marqué par les Cardinals. C'est pas de très bon augure pour eux, parce que leur marge de manœuvre était très étroite dans la division. Kyler Murray qui retombe un peu dans ses mauvais travers en lançant un pick six alors qu'il essaie de provoquer quelque chose pour cette attaque. Encore une fois, avec la défaite de San Francisco ce week-end, bien malin qui pourra dire qui sortira de cette division. À noter les Seahawks qui retrouvent les Cardinals en Arizona dans 2 weeks. Les Seahawks qui se déplacent chez les Jets de New York et dans l'Arizona. Les 2 matchs peuvent être, s'ils prennent les 2, ça peut être assez moteur pour la fin de la saison, et ça peut mettre un gros coup aussi pour eux. Très bien. Les amis, on fait le survol rapide des résultats ou le MVP de la nuit en premier? Ça tombe bien, après les Cardinals et les Seahawks, faire un survol. Oui, merci Yaya. Okay. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, on va commencer par le survol des résultats de la nuit. Ce sera très bien. On commence par les Browns de Cleveland qui s'étaient imposés jeudi 24-19 face aux Steelers. Victoire surprenante. Cleveland qui ne gagne que contre ses adversaires de division, c'est quand même pas banal. C'est écrit. De toute façon, c'est écrit. Hein, donc, comme configuration, je pense pas que ça bouleverse totalement la hiérarchie. Quoique Pittsburgh devrait s'inquiéter un petit peu de ce qui leur est arrivé. Tu as dû être très heureux, Flav, de voir Jameis Winston finir en héros du match, et surtout, il réalise un des jeux, à mon sens, les plus marquants de la saison, qui n'est pas un jeu. Lorsqu'il tente, je ne sais pas si vous avez vu cette image, il tente de provoquer un faux départ de Pittsburgh en donnant un hard count, et le chrono descend et finit par lancer somebody jump offside, god damn it, c'est-à-dire mais que quelqu'un fasse un hors-jeu, bon sang de bonsoir. C'est du Jameis, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il a fait une belle bataille de boules de neige aussi à la fin du match. C'est tellement Jameis. On l'aime oui, tellement. Oui, sauf que il est aussi précis que quand il lance le ballon. Il s'est fait intercepter sa boule de neige, ça se trouve. Les Vikings qui se sont imposés 30-27 contre les Bears. Là, ça a été un match aussi. Je sais pas si Vince, si tu t'as commenté la fin du coup dans la deuxième partie de Red Zone, parce que les Vikings menaient largement. Ils se sont fait reprendre avec un onside kick réussi d'ailleurs par les Bears au passage. Ouais. Et puis finalement, patatras, les Vikings s'en sortent encore une fois. Oui, les Vikings s'en sortent. C'était un match très très serré, très tendu. NFC Nord, clairement, très très âpre, dur, et voilà. Après dur, ouais, c'est le terme. Le problème, c'est que c'est Caleb Williams qui en sort encore perdant.
bon, les Vikings l'ont pris. Ils auraient pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Ils ont laissé la porte ouverte aux Bears qui en ont profité pour s'y glisser. Fort heureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à aller au bout. Ça va, Flav? J'ai arrêté exprès avant parce que Flav nous envoie des blagues. Et il rigole à ses Non, propres mais blagues. non, le pire, c'est que ton propos fit parfaitement avec la blague qui a été envoyée. C'est ça qui est beau. Les Lions qui ont donc gagné 24-6 contre les Colts. Les Dolphins qui gagnent 34-15 contre les Patriots. Alors ça, c'est étonnant parce que Wake m'avait dit vendredi que les Patriots étaient en route pour les playoffs. Et puis, bah voilà, Tipoc. Pardon. Wake. Oh là là. Alors, juste une chose. ELF, pronostic, Wake. Dernier, bon, voilà, c'est notre expert en prono. Bon, bah. Et le gars. Voilà, bah, c'est voilà, Wake. à peu près. C'est à peu près ça. N'empêche, blague mise à part, on a quand même une sacrée performance une nouvelle fois de la défense des Dolphins avec un Jalen Waddle retrouvé, 144 yards d'un touchdown, et je vous le donne en 1000. Hier, c'était son anniversaire. Eh oui, tout à fait. Eh oui, décidément, oui, il y en avait deux. Il y avait Tim Patrick et Jalen Waddle. Enfin, il y en avait plein d'autres, mais dont on s'en fiche. Mais eux, c'était important. Parce que, bon, Je répète encore une fois, mais MVP, c'est celui qui fait le plus progresser son équipe. On voit très bien la différence des Dolphins quand il y a Tua ou quand il n'est pas là. À ce titre-là, c'est vrai que sur la progression qu'il amène à son équipe, il pourrait être dans la discussion. Après, clairement, il n'a pas les stats, il n'a pas le bilan, mais on voit vraiment la différence de l'équipe avec et sans Tua. Faut pas qu'il perde la tête, c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, Une équipe qui par contre est pareille avec son quarterback titulaire et avec le remplaçant, c'est les Giants de New York qui s'inclinent 7-30 face aux Buccaneers, avec notamment mon yaya, Baker Mayfield, qui nous a fait une Tommy DeVito. C'était un hommage à Tommy DeVito, soi-disant, parce qu'ils ont discuté cet hiver et qu'il aime beaucoup. Enfin, voilà. Rien à dire sur ce match. Ça part à volo, plus rien ne va. Là, on arrive à un point d'exaspération de toute la fanbase. Voilà, on n'est pas là pour souffrir, ok. Mais là, je crois que franchement, là, c'est même plus de la souffrance. Rien ne va. Depuis la blessure d'Andrew Thomas, donc le left tackle, plus rien ne va. Daniel Jones a été coupé cette semaine parce que à sa demande. Tommy DeVito nommé quarterback, enfin voilà, parce qu'il y a eu des choses. En attendant Tim Boyle. Ouais, voilà, et puis mais c'est plus profond que ça, et c'est pas une histoire de quarterback, c'est une histoire d'autre chose. Et à un moment ou un autre, va falloir vraiment passer par un vrai rebuild correct. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, on est reparti pour au moins 3 ans de galère. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Juste pour finir, ce que dit Yaya, il y a deux choses que j'ai notées. Le premier, mais pas une intéressante, c'est ça le problème. C'est ça. Le premier, il a raison, c'est qu'on change le QB, les résultats sont les mêmes. Comme quoi, il n'y a pas que le QB, on a beaucoup critiqué Daniel Jones, c'est moi le premier. Enfin, parce que moi, je l'ai toujours défendu. Mais... Il faut quand même... bon, qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Mais il faut quand même dire que la ligne offensive, hier, a été encore en dessous de tout. Et la deuxième chose, c'est la reconstruction. Effectivement, Yaya, c'est dur pour une franchise de New York de se dire et de dire à sa fanbase pendant X temps, on ne va rien gagner, on ne va rien jouer parce qu'on reconstruit. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir faire. Oui, mais le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, mais ça fait combien de temps qu'on gagne rien? C'est-à-dire depuis. Ce que j'allais dire, ils leur disent pas, mais ils gagnent rien quand même. Oui, mais pour autant, ils les laissent miroiter. Depuis le Super Bowl gagné en 2011, depuis, c'est un peu, ça navigue à vue et sans vraie direction. Et on parlait tout à l'heure. Tu as eu quelques petites années quand même avec OBJ et j'ai perdu le nom du running.
Il y avait Saquon Barkley déjà. Quand Saquon Barkley est arrivé, c'était déclassé, mais c'était un deuxième de draft. Mais j'ai envie de te dire, c'était encore avant. Mais c'était des épiphénomènes, c'est pas sur la durée. Tu construis. En fait, quand il y avait Eli Manning, t'avais un plancher qui était plus haut, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est le vide absolu. Voilà. Heureusement qu'Yayev nous a dit il y a à peu près maintenant 14 minutes qu'il n'avait rien à dire sur ce match. C'est ça qui est. On va relancer. Oh. C'est tout à fait. Ça va être C'est ma faute. comme au poker. C'est comme au poker. Non, c'est comme un kick-off. Alors, si tu veux une bonne nouvelle, c'est que pour le match que tu vas commenter jeudi contre les Cowboys, les Giants sont à 3 défaites et 2 victoires à l'extérieur cette saison. Comme ça, Oui. à Dallas, c'est plutôt pas mal. Et Dallas a toujours pas gagné chez eux. Donc, Oui, ça Mais- va changer. Ils vont gagner leur premier match à domicile de l'année. parce qu'à domicile, ils signent un très beau 0-6. Hein, les Giants, depuis le début de la saison, c'est absolument splendide. J'espère que les gens n'ont pas payé leur abonnement trop cher. On a ensuite les Chiefs qui ont gagné 30-27 contre les Panthers. On en a parlé. Les Titans ont battu les Texans 32-27. Les Broncos ont battu les Raiders 29-19. C'est donc le moment de laisser la parole à Vince. Je vous invite tous à aller prendre un petit café, puisque pendant à peu près 12 minutes maintenant, nous lançons l'alerte tunnel Bonix et l'alerte tunnel Broncos, où il va pouvoir parler tout seul pendant ces prochaines minutes. Nous te laissons la parole, mon cher Vince. Je te trouve très dénigrant, mon cher Flav. Quoi qu'il arrive, j'ai pas grand-chose à dire parce que le match a été très Mais serré. Yaya non plus, et puis il a passé 15 minutes. Beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait imaginer. Bonix se fait un match moyennasse, mais ça passe. comme Quand même d'hab. 273 yards à la passe, 2 TD. C'est surtout Cortland Sutton qui fait un très 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 gros match en réception. Il arrive à attraper des bons ballons au bon moment. Après, la O-line des Broncos a été très décevante par rapport à ce qu'ils ont fait ces dernières semaines. Alors à voir si c'est pas les Raiders plutôt qui ont eu un pass rush très, très dominant cette fois-ci. Je ne sais pas où vraiment me situer, mais quoi qu'il arrive, côté Broncos, on a un peu serré les fesses pendant toute une mi-temps et après ça a un peu plus déroulé en seconde. Et à noter que le quarterback des Raiders, Gardner Minshew, s'est fracturé la clavicule et sera donc out pour la saison. Normalement, Aidan O'Connell doit être réactivé de la liste des blessés cette semaine et devrait jouer contre les Chiefs, match qui sera commenté ce vendredi sur la chaîne Twitch et YouTube. Sinon, ce sera Desmond Ridder, l'ancien quarterback des Falcons, probablement. Vous voyez pas la tête de Seb, mais il est très content. Vince, sais-tu où est né Gardner Minshew? Je ne sais pas, dans le Michigan? Non, à Bruxelles. Voilà. Bien sûr. Voilà. Voilà. Pendant un moment, j'ai cru à une vraie info. J'ai vraiment cru à une vraie info. Il faut que ce podcast se termine, ça devient très urgent là. Et alors, ce que vous savez pas, chers auditeurs, c'est que en plus Flav a la même taille que Philippe Bouvard, il fait 1m12, donc à peu près. Et la même tour de taille aussi. Alors, Philippe Bouvard pour les plus jeunes, il présentait les grosses têtes hein, dans les années 70-80. Pour ceux qui ont encore des cheveux, précise peut-être. Les Packers de Green Bay qui s'imposent 38-10 face aux 49ers. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler, Seb? Ça pique un peu. T'as besoin de... En même temps, non. Quelque chose mais le résultat n'est pas étonnant. D'une part, on va dire au regard du jeu produit par les Niners cette saison, mais surtout eu égard aux blessés qui étaient absents sur ce match. Pas de Brock Purdy, pas de Nick Bosa. Rien que ça commence déjà. Pas de Trent Williams. Et pas de Trent Williams non plus à cause d'un souci de cheville. De toute façon, San Francisco ne ressemble pas à une équipe de playoff cette saison. Même à effectif complet, il n'est pas sûr qu'ils auraient pu s'imposer. Les choses deviennent compliquées pour eux. Brock Purdy devrait être réactivé pour le week-end à venir, mais ils ont un déplacement très périlleux qui les attend à Buffalo. Et du côté de Green Bay, eh bien, ma foi, Josh Jacobs a vécu sa meilleure vie avec 103 yards en 26 portées et 3 touchdowns.
Ils ont perdu le receveur Romeo Doubs sur ce match pour une commotion et ça va être compliqué pour lui d'être de retour pour le match contre Miami la semaine dernière. Surtout que c'est le match de Thanksgiving, donc c'est dans 4 jours. Voilà, c'est dans 4 jours, donc très peu de chance pour qu'il soit de nouveau activé. Jordan Love a brisé sa série de 8 matchs consécutifs avec une interception. Son compteur reste bloqué à 11, mais sa performance a quand même été en demi-teinte avec 163 yards, mais 2 touchdowns tout de même. Jordan Love, on l'a commenté hier, il y a 2 ou 3 fois, il lance les ballons dans les mains des receveurs et les receveurs ne les attrapent pas. C'était incroyable. Hier, Il y a eu notamment une longue passe pour Watson. Christian Watson qui a été. En fait, et dans le live, je le dis, il faut bien comprendre que niveau stats, ça passe d'une passe pour t'aider, toute faite, à une passe manquée. Et juste, Seb, est-ce que tu regrettes Trey Lance ou pas du tout? C'est quoi cette question Est-ce que tu aurais préféré que ce soit Trey Lance en backup plutôt que Brandon Allen? Non, parce que au final et au regard. Je reformule la question d'Yaya parce que c'est pas clair. Parce que Brandon Allen, il fait 17 sur 29, 199 yards, un touchdown, une interception. Étant donné les circonstances, voilà, c'est des chiffres de backup. Je veux dire, à aucun moment j'ai pensé que ce serait lui qui pouvait faire gagner le match, mais en aucun cas je pense que c'est lui qui le fait perdre. Oui, c'est clair. Après, c'est dommage, à une semaine près, vous auriez pu signer Tim Boyle, mais bon, maintenant il est sous contrat, quoi. On est sur le coup, Daniel Jones, bouge pas. Ouais, Tu vois, quand on va le signer, tout le monde va parler chinois. On est sur le dossier. On est sur le dossier. Les Seahawks qui ont battu 16-6 les Cardinals, on en a parlé. Enfin, les Eagles qui ont battu 37-20 les Rams. Au moment où nous enregistrons cette émission, le match entre les Ravens et les Chargers n'est pas encore disputé. Les amis, avant de refermer, on a le MVP encore à faire. Il y avait une question sur Daniel Jones, justement. On la garde pour mercredi parce qu'on aura un épisode spécial New York, entre les Jets et les Giants. Que se passe-t-il à New York? On va parler d'Aaron Rodgers, on va parler de Daniel Jones, on va parler de la reconstruction de ces deux franchises. Ça, ce sera dans le podcast du milieu de semaine à retrouver jeudi sur les plateformes d'écoute. Et est-ce que tu savais, Vince, que tes Broncos vont faire une grande première dans l'histoire de la NFL, de l'ère Super Bowl? Est-ce que tu as vu ça? Jouer deux Thursday Night Football. dans la même saison. Ouais, dans la même saison, puisqu'en week 16, ils vont jouer contre les Chargers, je crois, en Thursday Night Football. C'est une grande première dans l'histoire de la NFL, parce qu'avant, tu t'en rappelles, mon Yaya, quand on faisait les lives du jeudi soir, t'étais déjà là, je crois, et qu'on devait se coltiner des présentations d'affiches magnifiques, parce que tout le monde devait jouer au moins un match dans le Thursday Night Football de la saison. C'était absolument délicieux. Ce qui change aussi, c'est que maintenant, il y a 17, il y a 18 semaines. Oui. Donc, en fait, les équipes, forcément, ont une semaine de plus pour jouer. Donc, il y a forcément une équipe qui joue en deux fois. Oui, mais alors avant, quand en fait celle qui avait deux Thursday Night Football, il la faisait jouer généralement un peu plus, tu vois, il faisait genre 2 de suite pour qu'elle ait une semaine complète de repos, alors que là, 2 fois en fait dans la saison, les Broncos vont jouer le dimanche et le jeudi. Et d'ailleurs, ils avaient le droit de refuser. Oui, c'est les deux franchises qui ont accepté. Ouais, voilà, les deux franchises ont accepté. Il faut dire que le premier Thursday Night Football leur a plutôt bien réussi aux Broncos, puisqu'ils avaient battu les Saints dans les grandes largeurs à la Nouvelle-Orléans, à l'époque où on n'avait pas encore d'entraîneur. Le MVP de la soirée, mon cher Seb, ton MVP, Saquon Barkley? Saquon Barkley, bien sûr. Évidemment. Pareil, Vince? Eh bien, je suis désolé, je ne vais pas le donner à Saquon Barkley, je vais le donner à son O-line dont j'ai parlé tout à l'heure, Dickerson. Voilà, c'est un all-line, carrément. Pour se distinguer. Voilà. Il casse les codes, il est comme ça. Bah ouais. Mais on n'en parle jamais et je suis désolé, s'il fait ce match-là, c'est grâce à lui aussi, donc à sa ligne générale. Hein. Mais là, la performance est exceptionnelle. Il est disruptif là, Vince, très Startup Nation, hein, c'est dans l'air du temps. C'est ça. Les trois résumés, enfin le résumé que vous conseilleriez à regarder dans cette week 12, si vous avez un seul match à conseiller à quelqu'un qui a que 5 minutes, vous prenez lequel?
Bon, idéalement, il m'en faut 3. Hein. Alors, j'ai déjà écrit l'article pour qu'il sorte le mardi matin, donc de toute façon, je ne changerai pas. Pourquoi tu demandes notre avis alors? Non, Il a je que ça- vous le Attends, demande parce que c'est le mien. Je vous le demande parce que c'est le mien que j'ai donné, mais moi, je veux le vôtre aussi. Alors, moi, j'ai une question. Il a que 5 minutes. Il doit regarder en 5 minutes et tout ça ou... Et regarde le replay, Ah oui. le résumé, le court résumé, quoi. Ouais, t'as un seul résumé à choisir sur toute la semaine, tu prends lequel? Kansas City, Carolina. Kansas City, Carolina. Il Ouais, n'est pas dans ouais. l'article. Vikings Bears. Il n'y est pas non plus. Ouais. Steelers Browns. Steelers Browns. Ouais, Pour la neige. Pour la Pour la neige. neige. Pour la Pour la neige. neige. C'est bien, vous en avez pris 3 que j'ai pas pris. C'est Non, absolument après, bien. il y aurait pu y avoir. Non, moi j'aurais mis. En vrai, j'aurais mis le Viking at Bears. Après, il y a le Titan à Texans aussi. Oui, le Titans Texans, je l'ai mis. Et j'ai mis aussi le Rams Eagles pour la performance de Saquon Ah oui, c'est vrai, Barkley. j'ai oublié. Bon, les C'était amis. quoi le troisième alors? Et le troisième, je sais plus si j'ai mis. T'as pas J'ai mis mis un- Cowboy Non. Commander quand même. C'est soit Cowboy Commanders, soit Vikings Bears, je sais plus. Cowboys Commanders. Bah, pour si la fin de personne match, en question n'a que 2 minutes, voilà, il regarde les 2 dernières. Et c'est bon, ça fait le café. C'est tout. En fait, tu regardes que le 4e. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux te contenter que des 15 dernières minutes du match. Voilà. Quoique, non, même pas, parce que le dernier carton a dû durer une bonne demi-heure, voire 35 minutes. Il était interminable. Interminable, le carton. Bien, les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle les prochains rendez-vous. Nouveau podcast jeudi avec donc la situation des franchises à New York. Ce sera notre thème de débat. On aura des invités pour venir nous parler des Jets et des Giants. Le jeudi soir, ensuite, nous retrouverons, enfin, vous retrouverez Yaya et Vince à 22h30 en direct sur Twitch et YouTube, entre autres. Mais il y aura aussi Arthur, il y aura aussi Waïk, il y aura bref, plein de monde. À 22h30, donc pour le match de Thanksgiving, le deuxième match de Thanksgiving entre les Cowboys et les Giants de New York. Et nous, on se retrouve vendredi à 21h avec Seb, avec Nathieu, avec Jean, avec Flo, avec Raph, et avec des invités, et notamment des joueurs des Paris Musketeers qui viendront pendant la mi-temps, pour nous parler un petit peu de leur intersaison. Et ça, ce sera donc à 21h vendredi avec la rencontre entre les Chiefs et les Raiders. Soyez au rendez-vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller écouter les podcasts NBA, les podcasts MLB, les podcasts NHL de toutes les équipes de TF1. On se dit à très vite, oui mon Yaya. Ouais, je voulais juste dire que cette semaine dans N1, non, c'est un épisode qui aura lieu toutes les semaines de Chris avec Jules qui parle des prospects. C'est en route pour la draft, Road to NBA Draft. Donc allez écouter, allez jeter une oreille pour connaître les futures stars de la draft qui vont arriver. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc d'ici la fin de semaine pour fêter Thanksgiving tous ensemble. Allez, bonne semaine à tous. À très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, bye.